Wagwan tout le monde, bienvenue dans la première édition d'une 1-2 en français. Et pour cette première édition, aujourd'hui, j'ai un invité d'une excellence, d'un prestige, que quand tu le touches, ça fait chouah. Bet first. First and fast. Aujourd'hui, le seul et unique Marco Simonini. Salut Alex. Comment vas-tu? Ça va très très bien, merci. Et toi? Moi, ça va. Je suis même pas très content. Je suis super content qu'on puisse enfin faire cette interview. Moi aussi, très très content d'être là. Merci de m'avoir invité. On va dévoiler le secret. Ça fait à peu près 1 an qu'on devait le faire. Vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Marco Simonini, arbitre belge d'origine congolaise avec un nom italien. Est-ce que tu pouvais faire plus compliqué que ça? Ah, écoute, on n'a pas choisi, mais on prend ce qu'il y a à prendre et on fait avec. Hein. Non, c'est un beau mélange et J'avoue. je représente un peu la Belgique en soi. Hein, donc. De ouf. Arbitre professionnel. C'est ça. là que je me suis rendu compte qu'un arbitre, c'est un athlète. La première fois que je me suis rendu compte, c'est parce que quand tu es footballeur ou basketteur, tu es obligé de dire professionnel. Toi, quand quelqu'un te dit, tu fais quoi dans la vie? Tu dis pas, je suis footballeur. Clairement. Tu dis, je suis footballeur Professionnel. Mais un arbitre, c'est la même chose, en fait. Ouais. Tu dis pas, je suis arbitre, tu dis, je suis arbitre professionnel pour bien mettre Marquer, l'accent sur le ouais. fait que non, c'est mon boulot. Ouais, parce que les gens, c'est comme si ils savaient pas que ça existait. Ils voient l'arbitre comme quelqu'un pas de lambda, mais de quelqu'un qui n'existe pas, qui est sur le côté, alors que c'est un être humain et Ouais. c'est quelqu'un qui fait vraiment ça par passion, tu vois. Ouais. Donc, Aujourd'hui, arbitre professionnel, mais revenons au début. Où est-ce que le parcours d'arbitre commence pour le petit Marco? compliqué. Hein. Je dirais c'est vers mes 11 ans. Je joue au foot à Bruxelles dans un petit club. Ok. Voilà. Bon joueur, mais pas le meilleur. Ouais. Et puis, Et pas ligament mauvais. croisé. Non, je vais pas trouver cette excuse-là. Mais... Ligament croisé. Moi, je jouais toujours l'après-midi, les samedis après-midi, et mon petit frère jouait toujours le matin. Ok. Ils n'avaient jamais d'arbitre. Ouais. Il fallait toujours quelqu'un qui connaît un peu les règles du foot. On la connaît, ça. Voilà, donc un petit sur le autour du terrain, hop, voilà, il désigne-moi. J'essaie de rester le plus impartial possible. Je fais ça bien, les adversaires me le disent, l'équipe locale me le dit. Je commence à le faire de semaine en semaine. Et puis on m'encourage petit à petit. Ah, mais pourquoi tu passerais pas le test à la fédération? Je dis, pourquoi pas. Je passe le test quand j'ai 15 ans. Et puis de fil en aiguille, je continue à faire ça en tant qu'arbitre et joueur pendant 1 an. Et puis j'arrête le foot. Pas de ligament croisé, mais plus la même envie. Je savais que je ne deviendrais pas professionnel, joueur de foot professionnel. Donc je me dis, j'ai envie de rester dans le foot, j'ai envie de rester actif en tant qu'être humain. Donc voilà, l'arbitrage. Et maintenant, quand tu dis que voilà, tu as fait 1 an joueur et 1 an arbitre, est-ce que dans cette année ou l'année peut-être d'avant, même précédente, c'est là que tu as commencé à prendre goût vraiment au fait de en fait, j'aime bien arbitrer, j'aime bien aussi avoir ce rôle sur un terrain, ou est-ce que c'est venu plus tard? En fait, j'ai toujours aimé avoir ce rôle sur le terrain, même quand j'arbitrais mon petit frère. Mais c'est pendant cette année où j'ai fait les deux en même temps que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime plus arbitrer maintenant que jouer. Même si je suis toujours un très grand fan de foot à l'époque. Qu'est-ce qui te plaît à l'arbitrage? Qu'est-ce qui t'a plu à ce moment-là à l'arbitrage? Je suis quelqu'un qui est juste, qui aime bien que les choses soient à leur place, qui est une sorte de justice. Et j'aime bien être au contrôle aussi. Donc voilà. Okay. Donc c'était arbitre ou policier en fait. Je dirais pas jusque-là, mais voilà, là, tu as un certain contrôle. C'est toi qui décides des lois du jeu, tu prends ta décision. Donc je trouvais ça cool de faire du sport tout en pouvant décider de l'issue des matchs. Moi, je sais qu'il y a une phrase qui te rend fou. Marco, comment t'as fait pour devenir arbitre? Non, c'est plutôt... félicitations Marco, ça fait 1 an que tu es devenu arbitre. Ouais. Explique pourquoi cette phrase te rend fou. Non, parce que ça veut dire que les gens ne se rendent vraiment pas compte tout le parcours qu'il y a pour arriver où je suis arrivé aujourd'hui. J'arrive depuis 13 ans. Depuis que j'ai l'âge de 11 ans de manière non officielle, mais depuis que j'ai 15 ans de manière officielle. Ouais. Donc ça fait 13 ans, j'ai 28 ans aujourd'hui. Et quand je suis monté dans le foot pro il y a 1 an et demi, on m'a dit félicitations Marco, t'es devenu pro. T'es devenu arbitre. J'ai dit comment ça? Mais voilà, c'est une des phrases qui te montre que notre profession, notre passion, elle est sous-estimée et elle est, je vais pas dire pas prise au sérieux, mais pas
mis en lumière à sa juste valeur. Ouais. Voilà, donc, T'as 15 ans, tu vas passer le test pour, je vais pas dire devenir arbitre, mais pour pouvoir arbitrer officiellement c'est ça. via donc l'Union Là, belge ou exactement. la fédération. Où est-ce que tu commences ton parcours à partir de OK, j'ai passé le test, je peux arbitrer. Ça se passe où? Ça se passe en amateur, ça se passe C'est chez ça. les jeunes de l'élite. Quel est le chemin à suivre? On commence chez les jeunes. D'abord, moi, j'avais 15 ans. Donc, j'arbitrais les moins de 12 ans. OK. Les moins de 12 ans et les moins de 14 ans directement. Ah. Il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous accompagnent à chaque match, qui nous donnent des observations sur ce qu'on peut améliorer, notre placement, notre déplacement, la signalisation, ta condition physique, ta personnalité, ta prise de décision. Et au fur et à mesure, on t'évalue. D'abord, on te forme, on te coach, et puis on t'évalue et on te fait monter de catégorie en catégorie. J'ai fait, je pense, 4 ans en jeune. OK. Puis je suis passé en équipe première. Là aussi, c'est un très, très gros parcours du combattant. Là, on parle en amateur. En amateur, toujours, Ok. toujours en amateur. Les séries provinciales, 4e provinciale, 3e provinciale, 2e provinciale, 1re provinciale. J'ai fait aussi, je pense, 2 ans et demi, 3 ans. Et puis, tu arrives au foot national, des 3 amateurs, des 2 amateurs, des 1 amateur. J'ai fait 4-5 ans, là aussi, dedans. Donc voilà, c'est un vrai parcours du combattant pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, Ouais. je suis fier. Je suis fier du parcours. Aujourd'hui, tu es pro. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des stades, que ce soit juge de ligne, premier, quatrième, C'est ça. parfois même VAR. Hein. Mais parle-moi du contexte d'arbitre, une première en amateur. On a tous joué au foot. Je regarde dans la caméra, on a tous joué au foot. On connaît les supporters. On sait comment ça se passe. Genre, explique genre le contexte de un match au sommet en amateur ou un match où il y a de l'enjeu. Et justement, le fait que le supporter en amateur, il est près de toi, en fait. Il est près de toi et il n'y a pas, je vais pas dire cette protection, parce que je vais pas dire aussi que Non, je vois ça. vas-y, moi, je t'agresserai pas, tu vois. Mais c'est un autre contexte qui te prépare peut-être encore plus à faire le pas vers les pros. Non, c'est clair. Qu'est-ce qu'on doit s'imaginer En fait, au fur et à mesure que tu t'arbitres, déjà, même à partir des jeunes, on se met dans la tête que tout ce qu'il y a autour, il faut faire abstraction. Ok. Donc, quand on arbitre, on est tellement concentré sur ce qu'on est en train de faire, qu'on est dans une bulle et qu'on prend nos décisions. Le peu de bruit qu'on entend sur le côté, c'est quand tu sors de ta bulle ou de ta concentration. Donc, c'est pas réellement un problème. C'est ce que, quand on parle d'athlète, ce que tu es aussi, mais quand on parle d'athlète, on parle de la zone. C'est ça. On dit il est dans la zone, il n'entend rien, Exactement. il n'y a rien qui peut le distraire. Mais en fait, toi, tu dis, l'arbitre, il est obligé d'être dans cette zone. Si tu fais attention à tout ce qui se passe autour de toi, tu sors de ton match et tu prends peut-être des décisions influencées par les cris du public ou par les cris des joueurs. Non. Ouais. Donc, tu es obligé de te mettre dans cette bulle qui fait que tu contrôles ton match comme toi, tu as envie de le contrôler et pas par rapport à ce que l'extérieur pas par rapport à ce que l'impact extérieur a sur toi. Ouais. Donc, voilà. Et à ce moment-là, tu as quel âge? Dans les séries amateurs, 18-19 ans. Donc, tout de suite, pour un petit gamin face à des grands gaillards, parfois des grands adultes, des trentenaires. Des papas de famille. Des papas de famille, clairement, qui vont au boulot le lendemain. Non, directement, ça forge un mental. Et au fur et à mesure qu'on monte dans les catégories, ça se professionnalise un petit peu plus. Donc, nous aussi, on se professionnalise un petit peu plus. Après, on va pas se mentir, que ce soit en amateur ou en élite, un parent reste un parent, des supporters restent des supporters, clairement. Dans le positif comme dans le négatif. Même comme tu dis, même si ça se professionnalise, tout ce qui est autour, au final, même quand tu es, je suppose, en jeune, en élite, ben, le parent, il est toujours au clairement. Et il y a peut-être même encore un peu plus de pression, parce que ils veulent il y a un vraiment peu plus de prestige, c'est l'élite, c'est les jeunes, il y a énormément de gens qui viennent voir. C'est ça. Moi, je sais que quand tu vas à NRP ou tu vas au Standard voir les jeunes, ben, il y a foule de gens. Donc, est-ce que là, tu as commencé à sentir un peu OK, c'est ça la pression Au début, sincèrement, oui. Début, sincèrement, oui. Mais après, au final, je me dis, je relativise comme je fais toujours. C'est des êtres humains comme moi. Ils courent comme moi, je cours comme eux. S'il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi, pourquoi moi, je ne peux pas le faire? Donc voilà, c'est ça. Toujours ça que je me suis mis en tête. Et puis, je sais que le foot, c'est le sport du peuple. Il y a tout le monde qui peut jouer au foot. Tout le monde ne peut pas devenir professionnel, bien sûr, mais tout le monde peut jouer au foot. Tout le monde peut venir voir le foot. C'est très accessible. Les prix sont démocratiques. Donc, je sais qu'il y a n'importe qui peut venir. Et il y a des gens souvent qui viennent parfois pour se défouler. Donc, quand tu as ce contexte-là en tête, tu peux pas être, je vais dire, premier degré par rapport aux réactions des
des autres. En tout cas, moi, c'est la manière que j'ai trouvé pour aborder tous les matchs, que ce soit en élite, en amateur, en pro, en jeune ou autre. Ouais. Marco a 18 ans, en amateur. Est-ce qu'il a vécu une ou des situations où est-ce qu'il s'est dit « Damn, on fait comment maintenant ?» Ouais, on est tous passés par des moments difficiles. J'ai rien de spécifique en tête, pour être honnête avec toi. Mais il y a des moments où tu dis, oula, j'ai vraiment pas été bon, ou tu prends une mauvaise décision en tant que jeune et ça te reste dans la tête et tu t'es perturbé un peu dans ton match. Mais au fur et à mesure des années, tu apprends que voilà, ça arrive de prendre une mauvaise décision. Tu es un être humain. Tu fais une erreur, comme un joueur, il fait une mauvaise passe ou il rate un contrôle. Moi aussi, je peux prendre une mauvaise décision. Tu dois faire abstraction et continuer à arbitrer normalement. Tu parles de mauvaises décisions. Moi, ça me fait penser, et je reviens pour refaire la boucle de, au final, tu es un athlète professionnel. Et moi, je le sais parce que je te connais personnellement. C'est après avoir sifflé un match ou après avoir été même 4e, tu vas revisionner tes matchs. Clairement. Comme un joueur le fait, en fait. Ouais. Et peut-être même encore plus intensivement, mais ça, encore une fois, c'est parce que je te connais. Mais parle-nous de ça, tu vois, le fait que c'est la première chose que tu fais quand tu rentres. Clairement. Donc, dès que je rentre de mes matchs, je revisionne le match. Parce que je suis quelqu'un qui me remet déjà premièrement tout le temps en question. Donc, j'aime bien voir ce que j'aurais pu améliorer, si j'ai pris la bonne décision à ce moment-là. Et si pas, pourquoi j'ai pas pris la bonne décision. C'est surtout ça qui est important. Et puis, on a beaucoup d'administratifs à remettre à la fédération. Donc, faut regarder les matchs, faire des rapports sur tout ce qui s'est passé pendant le match. Et ça te permet aussi d'évoluer en tant qu'arbitre et en tant qu'être humain, tu vois. Je regarde ma posture, je regarde comment je cours, je regarde comment je parle aux joueurs, je regarde ma signalisation, mon placement, mon déplacement, mes accélérations. C'est un tout. Et comme je t'ai dit, je suis perfectionniste et je veux à chaque fois m'améliorer et donner les meilleures des performances week-end après week-end. Ben, je suis obligé de le faire. C'est intéressant parce que est-ce que tu penses que c'est quelque chose que au grand public n'est pas assez connu, le fait que en tant qu'arbitre, ben, là, tu viens de parler d'administration, tu viens de parler de communication, tu viens de parler de toi, comment tu te comportes, on va dire, dans l'aspect sportif, donc comment je cours, comment je me place, mais aussi dans l'aspect psychologique, de comment je traite les joueurs, comment j'ai géré une situation. Clairement. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui n'est pas encore assez connu au grand public? Clairement. Ou est-ce que tu trouves que ça pourrait justement aider un peu, je veux dire, entre guillemets, l'image de l'arbitre ou on va dire plus le fait que le public ait plus de compassion. D'empathie, d'empathie, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est méconnu. Le rôle de l'arbitre, comme je te dis, il est méconnu du grand public et je pense que des petites initiatives qui montreraient derrière la caméra, derrière l'écran de ce qui se passe dans la vie d'un arbitre, je pense que ça pourrait aider au grand public à comprendre comment ça se passe, comment on prend une décision. Nous, on prend des décisions en une fraction de seconde dans un certain angle. Sur le canapé, ici, t'es tranquille, t'as tous les angles, t'as tous les ralentis, et c'est très facile de dire, il a pris une mauvaise décision. Mais sur le terrain. Donc, ouais. Et il y a un aspect psychologique qui est très, très important. C'est qu'en pro, il y a une visibilité qui est énorme. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, toutes nos décisions, elles sont scrutées à la loupe. Et donc, mentalement, si t'es pas costaud pour pouvoir parce que t'es mis à nu devant tes décisions. On dit, Marco, il s'est trompé là, il a fait une erreur, il a pas sifflé un penalty, ou il a pas pris cette faute là, ou il a donné une jaune et c'était pas jaune, ou il a donné une rouge et c'était pas rouge. Donc, il faut, au fur et à mesure que tu commences à arbitrer et que tu prends de l'expérience, tu te forges vraiment un réel mental pour affronter ça, en fait. Et comment tu fais pour entraîner justement tous ces trucs, tu vois, ton temps de réaction, le fait de pas être distrait par des choses, parce que ça aussi, c'est... Et je me rappelle, parce que c'est moi qui l'ai dit, genre, c'est parfois des réflexions que je fais, mais parce que, tu sais, c'est bien, parfois on discute et je suis trop honnête dans mon... Tu vois, je me dis, mais je sais qu'un jour, je t'ai fait une réflexion, on était en plein été, genre, nous, on était sortis, toi, t'étais en train de t'entraîner à 6 h du matin. Et j'ai fait la réflexion, mais tu t'entraînes plus que nos potes qui jouent au foot, tu vois. Mais genre, est-ce que tu peux expliquer aux gens, genre, le type d'entraînement que tu fais ou que tu dois faire, le type d'entraînement qu'on donne, que ce soit par la fédération, etc., pour justement aller entraîner des aspects qui... Ouais, il n'y a que l'arbitre qui doit maîtriser certains aspects du foot, tu vois. Déjà, on est très bien encadré par le département professionnel de l'arbitrage en Belgique. Donc ça, on ne peut pas se plaindre. On a un coach, un préparateur physique qui nous envoie des programmes d'entraînement chaque semaine. On doit faire individuellement et on doit remettre des données sur une plateforme. Ensuite, moi, je m'entraîne en plus pour moi-même.
je fais du renforcement musculaire pour éviter tout ce qui est blessure. On s'entraîne, on va dire, en moyenne, minimum 4 fois par semaine. Courir. Il faut avoir une très bonne condition physique pour pouvoir courir de gauche à droite. Quand il y a des contre-attaques de rectangle à rectangle, tu dois être là. Et tu dois être lucide aussi. Donc, souvent, on a des entraînements où on travaille notre lucidité, c'est-à-dire de la prise de décision, de l'endurance, avec au final, à la fin, une prise de décision. Ce qui fait que même quand on est un peu moins lucide ou qu'on est fatigué, on sait quand même prendre la bonne décision. Donc, ouais, il y a aussi... important. Parce que moi, je me rappelle, début de saison, là, parfois, tu faisais un sprint, tu revenais, là, t'as la tête qui tourne. Non, clairement. Il y a une très grosse préparation physique au début de la saison pour que pendant la saison, ça soit un peu plus relax au niveau de la préparation, mais qu'on soit toujours prêt à chaque match. Et puis aussi, la fédération met en place un suivi psychologique. On a une psychologue de la performance qui nous suit. Toi, ça, c'est super intéressant. Juste pour ça, je suis content qu'on a fait ça. Parce que j'ai envie de savoir ce genre de truc. Non, clairement, on est suivi individuellement pour voir quel type d'être humain on est, quel type de personnalité on a et quels outils on peut mettre en place pour nous aider à mieux arbitrer et à mieux gérer notre vie professionnelle d'arbitre, notre vie relationnelle avec notre famille, nos amis, nos partenaires. C'est pas que le match, c'est l'avant, c'est l'après. Voilà, c'est le tout. Parce qu'on est dans le monde professionnel et si on veut rester dans la durée, il faut que tout l'entourage aille dans la même direction. Et sans ce suivi-là, c'est très compliqué. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. Non, je trouve ça lourd, de ouf. Maintenant, genre, à quel moment, toi, tu as réalisé, vers tes, je sais pas, peut-être 17, 18, 19, ou peut-être plus tôt, que justement, si tu as envie d'être pro, tu vas devoir te comporter comme un athlète professionnel et faire des sacrifices, tu vois, ne pas sortir ce jour-là, ne pas aller là-bas, ne pas faire ci, ne pas manger d'une certaine manière. À quel moment, toi, tu fais le déclic et est-ce que c'est un déclic qui vient de toi-même ou est-ce que c'est aussi des gens qui t'en ont parlé, qui t'ont guidé un peu? C'est par la force des choses. Hein. Ça se fait automatiquement. T'es l'image du jeu, t'es le garant des lois du jeu. Ouais. Donc, si t'es pas au top, si t'es pas impartial, si t'es pas le plus neutre possible, c'est très difficile d'arriver le plus haut possible. Donc, moi, je me suis toujours dit, j'ai pas le choix. Parfois, j'ai raté des fêtes des familles, des anniversaires. Parfois, je pouvais pas sortir parce que justement, j'avais match et tout. Mais ça fait partie du parcours et ça m'a responsabilisé. Je suis devenu plus mature. Je suis dans la vie de tous les jours, ça se ressent. Non, c'est une très bonne question que tu poses. Et en même temps, je suis sûr parce que après nous, tu sais, on va dire, on a des entourages très ambitieux et tout le monde est occupé. On sait aussi que souvent, genre au début, quand tu commences à prendre ces décisions, il y a des gens autour qui disent mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, viens. Très clairement. Pourquoi tu restes à la maison, mauvaises maison influences. Pour ton match de demain. Ouais, mais c'est le genre de. Au fur et à mesure, je vais pas te mentir, au fur et à mesure que je me suis approché du football professionnel, j'ai dû faire un tri dans mon entourage. C'est soit tu voles avec moi, soit tu restes sur le côté pendant que moi j'avance. Et c'est triste à dire, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et une fois que j'ai réalisé ce constat, tu te portes bien, tu sais que tu avances avec les gens qui ont envie de te voir réussir. Tu t'entoures que des bonnes personnes. Ce que j'aime bien aussi, dans nos discussions qu'on a souvent off, quand les caméras sont c'est qu'on parle beaucoup d'ambition. On parle souvent d'ambition sans être fou, sans être rêveur ou sans avoir un ego, mais en clairement en se disant, voilà, moi je me fixe des objectifs, je fixe des paliers. Et encore une fois, moi, parfois, dans ma naïveté, je me dis, c'est cool, en fait, tu vois, qu'un arbitre aussi réfléchisse comme ça, alors que c'est logique parce qu'on revient dans le truc, t'es un athlète professionnel. Clairement. Mais pour toi, je vais pas forcément te dire quels sont tes objectifs, mais le mindset, tu vois. Moi, quand tu mets un objectif et quand tu atteins un objectif, quelle est la direction que tu prends, tu vois? Je mets toutes les choses en place pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est-à-dire que dès que je vois des lacunes chez moi ou des trucs qui pourraient m'empêcher d'atteindre cet objectif, je le travaille. Comme je t'ai dit, je me remets beaucoup en question. Je travaille, je m'entraîne, j'apprends de mes erreurs. J'essaie de prendre l'expérience de tous les rôles comme tu as cité, que ce soit en 4e arbitre, que ce soit, j'ai dû intervenir en juge de ligne cette saison. Incroyable. En première. Match de Louvain, ça, non? Louvain contre l'Union Saint-Gilloise. On regarde.
Non, incroyable Ça, c'était expérience. incroyable. Il faut être prêt à Ouais. toute éventualité. Non, c'est vraiment une constante, un constant combat contre soi-même. Donc moi, je me dis pas, ah, j'ai envie d'arriver là dans X années. Non, c'est le prochain match doit être plus performant que ce que j'ai fait le match précédent. Le prochain entraînement, je dois être plus performant que ce que j'ai fait l'entraînement précédent. C'est des petits paliers, des petits paliers, des petits paliers qui font qu'au final, tu arrives au top. Moi, je me dis toujours que pour arriver à 20 sur 20, tu dois faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 Clairement. plus 1. Et pas viser 14. Et puis après, je vais essayer 20 après. Non, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Tu as plus de chances d'arriver à 20 sur 20 que d'abord viser 14. Donc, étape par étape, c'est cliché de dire ça, hein, mais c'est la réalité. Je me fais des petits checkpoints individuels parce que le reste des décisions, si je vais monter de catégorie, si je vais arbitrer plus haut, ça dépend pas de moi. Donc, dans tous les cas, comme j'ai pas contrôle sur ça, je me focus sur ce que je peux contrôler moi. C'est-à-dire mon entraînement, mes performances, mon professionnalisme, etc. Un truc qui est cool aussi, et je sais pas si tu t'en rends compte, c'est par exemple quand t'es entré en jeu comme juge de ligne, c'est que nous sur Instagram, on voit des stories comme si un joueur était entré en jeu C'est ça. pour la première fois. C'est ça. Tu vois? Et ça, je trouve ça super lourd en fait d'avoir, je dirais presque enfin un arbitre dans mon entourage pour pouvoir voir ce truc de genre, on va au stade, tu t'imagines, on va au stade pour voir l'arbitre. C'est ça. Et c'est lourd de ouf, tu vois. Mais genre, quand est-ce que ça a commencé? Ça que t'as vu que genre, ah ouais, en fait, les gens autour de moi, Non. genre, ils commencent vraiment à venir voir mes matchs, ils sont là pour me soutenir. Et combien ça t'a aidé aussi, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir déjà des parents qui étaient là dès le départ, dès le début de ma carrière, à venir chaque week-end, à m'accompagner au match en voiture. Shout out les parents. Voilà, donc merci à vous. Et j'ai une famille qui est très soudée et qui a toujours été là pour me soutenir dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Et ils sont derrière, ils m'envoient de la force. Donc, eux, c'était mes premiers supporters. Ouais. Et au fur et à mesure que je montais, mon entourage et leur entourage a été au courant que moi, je suis arbitre et que j'arrive vers le monde professionnel. Et il y a un engouement qui s'est créé. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà, les gens sont contents de me voir évoluer à ce niveau-là. Je sais pas si ils peuvent s'identifier à moi d'une manière ou d'une autre, mais voilà. Clairement, ça a un impact culturel aussi. Clairement, on va pas se mentir. Partout dans n'importe quel secteur dans le monde, quand on voit un des nôtres, ça fait plaisir. On se dit, ah, lourd, une porte qui s'est ouverte, tu vois. Exactement. Donc, moi, je suis content du soutien que j'ai et ça fait plaisir d'avoir des gens autour de toi qui te poussent dans ce que tu aimes. Peu importe le domaine que tu fais. Donc, et quand je vois aussi les stories sur les réseaux sociaux d'encouragement et de joie, bah, ça me fait plaisir aussi. Ça m'encourage à encore donner le meilleur de moi-même et atteindre le plus haut niveau. Hein. Un truc qui est très intéressant aussi, c'est que tu as arbitré en élite, en jeune, pendant quelques années. Ça. Et que maintenant, parfois quand tu es quatrième, tu es sur la touche, mais en fait, tu retrouves plein de petits qui sont presque plus des petits. Ils sont clairement plus des petits. Mais que j'ai connus plus. Ouais, et on voit qu'en fait, ils te reconnaissent. Clairement. Et, ah, arbitre, ah, rêve, comment ça va, ça dit quoi? Ouais. Et ça te donne quoi comme sentiment d'aussi avoir ce truc de, ben, en fait, je grandis avec cette génération de footeux, tu vois? T'as vraiment bien résumé le truc. J'ai pas envie de te citer les noms parce que je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais ça fait plaisir de voir des jeunes que j'ai arbitrés quand ils étaient en élite, en moins de 14, en moins de 16, en moins de 17, et qu'on se retrouve en pro maintenant. Il y a une relation de respect. On doit toujours avoir un petit peu de distance parce que je suis arbitre, ils sont joueurs, je suis censé rester neutre, mais ça fait toujours plaisir de voir un petit jeune que j'ai arbitré quelques années au précédent et de se retrouver au plus haut niveau du football belge sur un terrain dans les mêmes rôles. Donc, mais tu penses aussi que dans les rôles que tu joues, que ce soit juge de ligne, premier, quatrième, que ça t'aide aussi justement d'avoir ce truc de on se connaît déjà, donc il y a ce respect, on n'est pas potes, mais ça crée, selon moi, un truc de écoute, on va pouvoir communiquer normalement. Voilà. On va pas commencer à faire du show, on va pas commencer à se crier dessus. On se connaît, du coup, si je prends une décision, je vais te l'expliquer, t'es pas content, tu me l'expliques. Mais ça crée une genre de une certaine proximité, ça aide. Je vais pas te mentir, ça aide. Moi, c'est ma manière de faire. Et j'ai la chance d'avoir ces connaissances-là, ces contacts-là.
Mais après, même si tu connais pas la personne, rien qu'en parlant les premières secondes, j'essaie toujours d'identifier comment cette personne réfléchit. Et donc, en fonction de comment la personne réfléchit, moi, j'adapte mon comportement, mon body language, ma communication non verbale avec cette personne. En anglais, quoi. En anglais. il faut. Pour pouvoir bien communiquer avec elle. Et comme tu as dit, expliquer ma décision quand c'est possible de l'expliquer, quand ils sont ouverts au dialogue. Et quand ils sont pas ouverts au dialogue, ben voilà, la décision, elle est prise. Et s'ils sont pas contents, ben c'est comme ça, l'arbitre, il a pris sa décision. Donc, Et pour revenir au suivi psychologique, par exemple, que tu reçois et tout ce que vous avez comme aide venant de la fédération et tout ça, est-ce que ce sont des trucs dont vous parlez aussi ou que vous avez aussi, clairement, on apprend aussi? On aborde tous les sujets. Et clairement, oui. On t'apprend à être empathique, à te mettre à la place de l'autre, parce que on sait très bien que les joueurs, ils veulent toujours que tout aille dans leur sens. Un coach aussi, il défend son club, il défend ses intérêts, et à juste titre. Donc pendant le match, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. J'ai envie de gagner, absolument. Et quand quelque chose est contre mon succès ou contre le fait que j'ai envie de gagner, ben forcément, je suis frustré. Et cette frustration, il la manifeste d'une manière ou d'une autre. Parfois de manière appuyée, parfois de manière respectueuse. Et il faut sentir ce truc-là, et on nous apprend avec le suivi qu'on a à s'adapter à la personnalité de la personne. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour pouvoir bien gérer mon match et les décisions que l'arbitre y prend. Donc, maintenant, comme tu dis, pendant le match, il y a de l'enjeu, il y a les émotions, il y a le coach, il y a les joueurs, il y a les supporters et tout ce genre de trucs. Mais nous qui regardons le match, on voit le match à la télé ou on est dans le stade, on voit que ce qui se passe sur et autour du terrain, tu vois. Mais est-ce qu'après un match, par exemple, on va dire un coach qui a un peu crié sur la touche pendant le match, est-ce qu'après le match, il y a cet espace, vous vous croisez, bien il sûr. dit écoute, ref, bien sûr. je me suis emporté, désolé. Bien sûr. Est-ce que c'est des trucs parce que c'est des choses que nous on sait pas, qu'on voit pas, mais est-ce qu'il y a cet espace-là pour quand même avoir ce genre de conversation aussi? Bien sûr, et c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Même parfois, moi, je vais chez un joueur, écoute, voilà, à ce moment-là, c'était pendant le match, c'est pas contre toi spécialement, mais voilà, on se croise tout le temps. C'est un monde très fermé. On est amené à se recroiser plusieurs fois pendant la saison. On est obligé de trouver une manière de coopérer, collaborer. Et au final, vous êtes ensemble, c'est ça, entre guillemets, parce que on fait le match ensemble, on est les acteurs du terrain. Le spectacle que vous allez offrir au public, vous le faites ensemble et chacun a son rôle dans ce spectacle. Vous n'êtes pas là spécifiquement pour aider l'un ou l'autre, mais vous êtes là pour tous jouer un rôle. Exactement. Donc, dans la même pièce de théâtre. Maintenant, il y a un respect et il y a une communication qui est très, très importante et qui se fait avant le match, pendant le match et après le match. Et voilà. Et puis, la fédération, ils met en place aussi des petites actions pour rapprocher les clubs et les arbitres. Récemment, j'ai été m'entraîner avec le club de Westerlo. C'est pas facile le foot professionnel. Non, c'était une belle expérience pour voir comment c'est sur le terrain. Je suis content je pourrais dire dans ma vie, je me suis entraîné avec une équipe professionnelle de football. Et est-ce qu'ils font l'inverse aussi? Et de temps en temps, on les fait arbitrer des petits matchs ou des petits trucs. Parce que ça, c'est bien, je trouve. C'est bien aussi, comme ça, ils se mettent aussi dans la psychologie de l'arbitre et ils savent que c'est pas du tout évident son rôle. C'est pas facile. Donc, je dois respecter un petit peu plus. Après, voilà, je pense que les joueurs et les coachs, ils veulent un peu plus d'ouverture d'esprit, de dialogue entre les arbitres et les joueurs. Et une fois qu'il y a un minimum, ils peuvent toujours accepter la décision que tu as prise. Donc, il y a une semaine, je pense maintenant une semaine, même pas un peu moins, parce qu'on enregistre maintenant le jeudi. T'as arbitré en Hollande. La première. En Keukendivisie. Keukenkampioen-divisie. Ah, tu vois, tu parles bien. Mais c'était quoi comme expérience? Parce que après, je vais venir vers un morceau que j'ai vu de Colina, qui est pour notre génération l'exemple suprême, qui parlait justement du fait qu'un arbitre doit pouvoir s'adapter à plein de trucs. Mais j'aimerais d'abord t'entendre parler de cette expérience-là. Le football hollandais, un football différent, une compétition différente. Bon, là-bas, tout le monde parle néerlandais, même si je sais que ton néerlandais, il est bon. Mais comment tu as vécu ce truc-là? C'était une très belle expérience. Il y a une belle ambiance. Ils ont des belles infrastructures en Hollande. Il y a une belle ambiance dans les stades. Ils ont des beaux supporters. Les terrains sont très beaux. Le jeu est différent comparé en Belgique. C'est deux mentalités différentes, mais pas si différents que ça non plus. Donc, j'ai pas eu trop de mal à m'adapter.
Et j'ai vraiment pris du plaisir à arbitrer et à laisser ma carte de visite là-bas. Donc, non, c'était vraiment chouette. C'est chouette que la Belgique et la Hollande fassent cet échange en deuxième division. Ça nous permet de nous développer. Et comme tu citais Colina tout à l'heure, dans tout type de match, tout type de rencontre, tu dois pouvoir t'adapter au jeu, aux joueurs et arbitrer de la meilleure manière, tout en laissant toi-même ta griffe. C'est ce que j'allais dire. Je suis sûr que tu l'as vu, le morceau dont j'ai envie de parler. Mais c'est justement quand Colina parle du fait que, en fait, un arbitre, limite, il doit savoir dans quelle composition les deux équipes vont jouer. Exactement ça. Quel est le style de jeu de certains joueurs ou de cette équipe, pour en fait déjà être prêt à pouvoir anticiper, je vais exagérer, mais des milliers de scénarios possibles. Moi, j'y pense pas. Quand le match commence, je me dis pas, en fait, l'arbitre, il est au courant de tellement de choses. C'est de nouveau ce dont on parlait tout à l'heure. Si ça s'était mis en lumière, les gens ils se diraient ah ouais, c'est vraiment une profession où c'est pris au sérieux, c'est professionnel. Donc avant chaque match, que ce soit VAR, quatrième arbitre, juge de ligne, arbitre central, tu prépares ton match, tu regardes le classement, qui joue contre qui, qu'est-ce qui s'est passé avant dans les semaines précédentes, qu'est-ce qu'il y a le contexte autour, est-ce que c'est un derby, est-ce que il y a quelque chose de spécial, quel joueur potentiellement peut te poser des problèmes au niveau, on va dire, des discussions, des émotions sur le terrain. Et une fois que tu identifies tous ces petits trucs-là, comment ils jouent, quand le jeu va à droite, il faut que j'aille un peu plus à droite parce qu'il peut y avoir un penalty, parce que tel joueur, il est beaucoup touché, il faut que je fasse attention à ça. Tous ces trucs-là, ça se prépare. Préparation de match, on en discute avec les arbitres avant chaque match. Comme ça, on sait comment aborder le match et on sait prendre le match de la meilleure des manières, en fait. Et Colina, il parlait même de savoir dans quelle zone une équipe est souvent active. Forte sur les phases arrêtées, en corner. Parce que justement, toi, par rapport à ton placement, tu vas peut-être devoir t'adapter. Exactement. De toute façon, on reste des fans de football. On regarde le football. Donc, au niveau du football, on s'y connaît pas comme un joueur de foot professionnel, mais on s'y connaît un minimum. Et on a la chance de côtoyer chaque semaine des joueurs professionnels. Donc, on sait dans quel schéma de jeu, quelle équipe joue, en tout cas en Belgique, parce que c'est notre compétition. Quand tu vas à l'étranger, c'est la même chose. Quand j'ai été aux Pays-Bas, je me suis renseigné sur les équipes. Je sais que tel joueur ou telle équipe joue de telle manière. Tel joueur est rapide, tel joueur peut tomber dans le rectangle. Voilà. Donc, c'est une préparation, vraiment, on fait nos devoirs, quoi. Avant chaque match, tu prépares ton match. Comme un coach fait une tactique contre une autre équipe, nous, on fait une tactique pour bien aborder le match. Ma prochaine question, c'est logiquement, tu apprends et tu peux apprendre d'autres arbitres, mais est-ce que tu apprends aussi parfois de certains joueurs, en fait, tu tombes sur un type de joueur que, par exemple, tu n'avais pas encore forcément vu, ou tu n'as pas encore arbitré ce joueur, et juste, lui, ces 90 minutes font en sorte que toi, tu as appris quelque chose. Clairement. Un match n'est pas l'autre. Je dirais qu'à chaque match que tu fais, tu apprends quelque chose. Et il y a des joueurs qui dans leur manière d'être, dans leur manière de jouer, dans leur manière de interagir avec toi, parfois ça te met dans des situations où tu dis je me suis jamais retrouvé dans ces situations, donc faut que je trouve les armes entre guillemets pour pouvoir m'adapter et pour pouvoir bien aborder ou bien gérer ce joueur. Donc chaque match il y a un nouveau truc et chaque joueur peut t'apporter de l'expérience. Et puis, dans le futur, tu vas t'en souvenir et tu sais, j'ai déjà eu affaire à ce type de joueur-là, même si un joueur n'est pas l'autre. Et donc, tu utilises tous ces trucs que tu peux apprendre pour aborder les matchs suivants, en fait. On a parlé de lucidité. Ce que les gens oublient aussi souvent, moi, je trouve, c'est qu'en termes de communication, pendant un match, il y a combien de personnes dans ton oreille? Donc, en gros, moi, je suis en deuxième division, donc on est juste 4. Les 2 assistants, moi au centre et le 4e arbitre, ou parfois moi quand je fais 4e arbitre. Et voilà, on communique entre nous, on essaie de quadriller un maximum le terrain pour qu'il y ait des yeux partout. Il y a 8 paires de yeux, il faut les utiliser, ces paires d'yeux. Et donc, on communique. Comme je t'ai dit, on fait des instructions avant le match. On sait que quand le ballon va là-bas, moi, je regarde par là, quelqu'un prend mon dos. Comme ça, on couvre tous les angles morts et on essaye de voir tout ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, on reste des êtres humains. Mais tu vois, ça, c'est intéressant. On reste des êtres humains. On peut se tromper. Il y a quelqu'un qui peut perdre la concentration ou pas regarder au bon endroit et il se passe quelque chose dans notre dos et on l'a raté. Et du coup, ça génère de la frustration ou une mauvaise décision.
et ton match, il est foutu en une fraction de seconde, alors que Ouais. tu l'as peut-être tenu pendant 89 minutes, tu vois. Donc, c'est très, très important. C'est la lucidité, la concentration pendant toute la durée du match, et chacun doit faire son rôle, que ce soit le quatrième arbitre, les assistants, et en première division, la VAR. La VAR. Quand tu regardes un match, toi, à la maison, parce que ça t'arrive quand même, hein, t'as dit, on est tous fans de On foot. est tous fans de foot. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde tout. Je regarde comment les équipes jouent, je regarde comment l'arbitre il se déplace, je regarde mais principalement l'arbitre, comment il communique avec ses assistants, comment il communique avec ses joueurs. Je me suis inspiré de beaucoup d'arbitres, rien que par leur manière de parler avec les joueurs ou de manager un match. Donc, est-ce que, pour moi qui est juste supporter de foot, hein, qui n'est pas une encyclopédie, est-ce que genre toi, tu peux par exemple citer un ou des arbitres comme un Colina, ou est-ce que toi, quand tu le regardes, tu pourrais dire à quelqu'un qui est à côté de toi, tu vois, il fait un excellent travail, ou il a ce truc de plus dans sa manière justement d'arbitrer, de gérer les joueurs, de communiquer. Est-ce que toi, tu as comme ça des noms que tu te dis, ben voilà, en fait, lui, quand il arbitre, je dois regarder. Comme un jeune joueur va sûrement dire, ben écoute, quand Mbappé joue, quand Neymar joue, je dois regarder. Pas que je compare maintenant. Pas, je ne veux pas leur mettre cette pression de dire clairement. Tu es le Neymar 2. Non, clairement. C'était plus en grandissant, quand j'ai commencé, Colina, avec ses grands yeux, son crâne chauve, sa personnalité avec les joueurs. Il n'avait pas peur de confronter les joueurs. En plus, lui arbitrait vraiment. Genre, il y avait des joueurs à caractère. Ouais. Il arbitrait des Stam, des Gattuso. Exactement. Donc, c'était pas la même époque que maintenant, même si maintenant, il y a quand même certains joueurs qui ont un gros caractère. Donc, Colina, en Belgique, un peu plus Franck de Belkere et Jérôme Zolo, parce que c'est quelqu'un qui a pu m'inspirer. Je me suis dit que si lui, il arrive à ce niveau-là, je peux aussi y arriver, donc je me suis identifié à lui. Ça t'a aidé Ça m'a aidé, honnêtement. Clairement, de voir, comme on a dit au début, de voir quelqu'un qui te ressemble, en fait. Clairement. Tu t'identifies et tu dis, il arrive à le faire, donc moi aussi, si je me donne les moyens, j'ai les armes pour pouvoir le faire. Et puis à l'étranger, tu as beaucoup d'arbitres. Tu as Howard Webb en Angleterre qui était très bon, Kuipers. Je peux te citer plein de noms, mais au final, au fur et à mesure que moi je grandis et que je suis arrivé dans le football professionnel, j'ai pris des éléments de la personnalité de chacun que j'ai adapté à la mienne. Ouais. Donc, et est-ce qu'aussi, c'est une question maintenant qui me vient comme ça en fait, mais est-ce que parfois aussi tu regardes par rapport à la compétition, de se dire que je vais regarder des matchs en Italie parce que je sais que là-bas le jeu se passe comme ça, ou l'ambiance est un peu comme ça, comme par exemple la Première Ligue c'est complètement différent, l'Espagne c'est complètement différent. Est-ce que tu te rends compte de quand tu vois ces matchs que ici on est en Espagne, ici on est en Clairement. Italie. Chaque pays a sa culture d'arbitrage et a sa manière d'arbitrer. Il y a des choses qu'on sifflerait en Belgique, qu'on ne sifflerait peut-être pas dans les autres pays, et vice versa. Ouais, c'est vrai qu'en Angleterre, on voit des ciseaux. Donc, mais je regarde pas les matchs en fonction de. Je regarde en fonction de l'affiche d'abord, parce que je reste un fan de football. Si l'affiche est alléchante, je vais regarder le match et après je vais analyser comment l'arbitre. Ah oui, on est en compétition européenne. On est en compétition nationale. C'est différent. L'arbitrage est différent. Donc, je regarde en fonction d'abord de l'affiche et puis j'analyse la prestation des arbitres. Est-ce que toi, il y a un truc que tu aimerais, je ne vais pas dire changer par rapport à l'image de l'arbitre vers le public, mais que tu as toi comme objectif de, moi, dans la carrière que j'ai envie de faire et que je vais faire, j'ai aussi envie de montrer qu'un arbitre, c'est ça. Par exemple, comme je pense que toi et moi, on en a toujours parlé, le fait que, par exemple, pour moi, un arbitre, clairement, c'est un athlète professionnel. Est-ce que ce sont ce genre de trucs que tu as quand même aussi envie de montrer le long de ta carrière, tu vois, le long de ton parcours? Très clairement. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une bonne initiative que je sois là aujourd'hui pour pouvoir déjà en parler et mettre un peu de lumière sur ce fait qu'on est des athlètes professionnels. Après, je pense que c'est pas vraiment mon rôle premier de le faire, mais si je peux le faire et si ça peut éveiller des consciences, tant mieux. Ouais. Voilà, c'est ce que je me dis. Moi, je suis resté calé sur l'angle mort. Je te dis, moi, c'est pour ce genre de conversation que je fais ce genre de truc, tu vois. Non, clairement. Je trouve ça incroyable parce que, et c'est vraiment ça, en fait, qui me fascine, c'est que nous, on regarde le match. Nous, on regarde le match déjà, on va dire, un supporter de foot, et c'est sans vouloir critiquer le supporter de foot, mais un supporter banal. Déjà, il voit pas tout le match. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut déjà comprendre le foot pour voir tout le match et puis suivre les 22 acteurs, c'est chaud. C'est chaud.
Et En plus de ça, l'arbitre, c'est ça, le tu trio vois, arbitral ou c'est le ça. Et il y quatuor a arbitral. l'ambiance, et il y a toi ton émotion parce que c'est ton équipe, il y a C'est une ça. grosse affiche et tout le monde est focalisé sur ce joueur. Et dans tout ça, on se rend pas compte que genre on va dire maintenant, il y a 4 mecs ou quand il y a la VAR, ils sont à plusieurs, mais il y Ils a sont à 4 mecs sept. autour du terrain qui se sont dit que, écoute, moi quand je regarde là-bas, je Toi, tu couvre pas regardes. cet angle, toi Exact. tu couvres ça. Exactement. Et je trouve ça incroyable, tu vois. Comme par exemple moi, tu sais, les discussions d'hors-jeu, par exemple, c'est des discussions maintenant qu'on a énormément et avec la VAR, ça revient, ça revient. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, Prends le sifflet. vas-y toi, Prends ma place. et genre, essaye de siffler un hors-jeu. Ça va à une Ça va à une vitesse et je peux témoigner en Jupiler Pro League, j'ai été assistant. Oh là là, ça va à une vitesse, c'est C'est incroyable. ça. Et les gens ne se rendent peut-être pas compte et c'est compréhensible, mais tant que tu n'as pas essayé toi-même, tant Ouais. que tu t'es pas mis dans la peau d'un arbitre, tu peux pas réellement comprendre. Et c'est seulement une fois que tu as arbitré que tu te dis, ah oui, ok. Je comprends. Je Et en comprends. plus, le pire, c'est que, en même temps, moi, j'ai trop de respect pour les juges de ligne. C'est juge de ligne ou juge de touche? Juge de ligne. Juge de ligne, c'est un peu les réduire à juste faire la ligne. Donc, Juge de touche. tu peux dire assistant arbitre. Assistant. Assistant Mais arbitre. on est là pour apprendre. Voilà. Moi, pourquoi je respecte les assistants? C'est que, par exemple, une situation d'hors-jeu en contre-attaque, moi, ce qui me fascine, c'est que, en fait, lui, il doit, Rester focalisé Ouais, il sur doit checker un l'avant-dernier truc, défenseur. Ouais. alors que le jeu se passe C'est de l'autre un côté. autre tu vois. rôle. Ouais, Et c'est genre en mode, moi, j'ai déjà vu des gars, moi, qui sont sur le terrain, qui jouent un match, et qui sont en train de suivre le match. On les connaît tous. Non, en tant Donc, que- même un joueur, il peut déjà perdre sa concentration dans Alors, un un match. assistant. Alors que lui, le ballon peut arriver à tout moment. Et tu t'imagines un assistant, lui, qui participe pas directement au jeu, doit rester 90 minutes. il faut pas être spectateur. Ouais. Mais En c'est tant- dur en tant qu'être En humain. tant qu'arbitre central, tu peux être un peu plus spectateur, même si tu dois être quand même Ouais. acteur et anticiper certains trucs. En tant qu'être En tant humain. qu'assistant. 90 Là, minutes. clairement. Parce que c'est une... Mais c'est pour ça qu'il y a des erreurs et c'est pour ça que. Oui, mais je pense que même faudrait une marge d'erreur. Non, mais on oublie souvent, tu sais, genre, rester concentré 90 minutes. Vas-y, trouve-moi une personne qui sait le faire. Même 45 minutes, même 5 minutes. Hein. Rester concentré 5 C'est minutes. énorme. C'est C'est un travail extrêmement énorme. dur, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de respect pour tous les assistants avec qui je vais. C'est vraiment pas évident. Tu dois te focaliser sur ton avant-dernier défenseur et en même temps aider ton arbitre Ouais. et couvrir les angles morts qu'il a et l'aider dans sa gestion des fautes, etc. etc. Et Non, parfois, c'est même quand il y a un grand chapeau à avantage, vous. Ouais, d'aider exactement. à Et retenir qui a que fait la non. faute, un tel, si ça vaut une carte ah. jaune, etc. Non, c'est un rôle vraiment, c'est incroyable. C'est de pouvoir faire autant de trucs avec une concentration extrême pendant 90 minutes. Mhm. Bah, chapeau bas. Du coup, grand respect aux assistants. Grand respect aux assistants. Grand respect aux assistants. Le rôle de quatrième, est-ce que toi, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Bah, je pense que de nouveau, c'est sous-estimé. En gros, le quatrième arbitre, il arbitre dans la zone qu'il y a autour de lui, donc devant les bancs et dans tout le centre du terrain, tous les duels aériens, Ouais. peut-être les têtes contre tête, les coups de coude, Ok. les mains dans le visage, tout ce qui Tu peut vois, entraîner. Voilà. tu vois, je savais pas. Donc ça, il donne un feedback à chaque fois à l'arbitre, Ouais. à chaque action. Et puis, il y a la gestion des bancs. C'est bien, les coachs, le staff, c'est des êtres humains. Il faut essayer de rester le plus psychologue possible. Comme je t'ai dit tout à l'heure, expliquer quand tu peux expliquer. Et quand le dialogue n'est pas ouvert, ben voilà, il n'y a pas de place au dialogue. J'ai hâte de te voir quatrième entre Mourinho et Arteta. Ce serait magnifique. Ah, qui sait. Non, mais tu gères les bancs, les hommes, les égos, et tu arbitres. Le premier objectif, c'est d'arbitrer. Ok. La gestion des bancs, ça vient après. Et puis après, tu as les changements, le temps additionnel et toute l'administration, les cartes, qui a déjà une jaune, les changements, etc., etc. Toute l'administration pour en fait Et vraiment là pour aider. En fait. libérer la pression que l'arbitre a. L'arbitre, il peut juste se focaliser à je prends ma décision sur le terrain. Ah. Donc voilà, le rôle du quatrième arbitre, très sous-estimé, mais très très important. Sans quatrième arbitre, très compliqué. Quand tu es quatrième, combien de fois tu lèves le panneau pour dire il y a autant de minutes? Combien de fois tu entends le oh? 2 fois, hein. Une fois à la mi-temps et une fois à la fin du match. Et ouais, souvent, ils sont pas d'accord avec le temps qu'on met parce qu'ils estiment que peut-être une équipe
a perdu plus de temps que ce que nous on accorde. Après voilà, c'est le jeu. Nous, on regarde en fonction des changements et en fonction de ce qui s'est passé dans le match et on estime que ok, il faut jouer X minutes en plus. Donc c'est en collaboration avec l'arbitre. Voilà, on décide qu'aujourd'hui on met 3 minutes là parce qu'il s'est passé ça. C'est peut-être une question bête, mais c'est une question que je trouve qui a le droit d'être posée. Non, il n'y a pas de bête question. Parce que c'est super important aussi. Parce qu'on n'y pense pas, c'est que nous, on part tous du principe, un joueur de foot, quand il joue au foot, il prend du plaisir, tu vois. Mais on oublie de demander à l'arbitre, genre, tu prends du plaisir quand tu... clairement. Tu vois, c'est genre... Non, parce qu'on pense souvent... Non, je ferais pas ça. Oui, mais on pense souvent de l'arbitre comme si, genre... c'est un robot, c'est une obligation. Non, vraiment pas. Tu vois, genre, ah ouais, mais il est obligé d'être là. Non, il a choisi, comme t'as dit. Qui va s'obliger à passer par toutes les divisions et à se faire crier dessus tous les week-ends, à se faire insulter? Non. Clairement. Si t'aimes pas ça, tu fais pas ça. Mais on oublie justement qu'il y a eu ce chemin à parcourir. Exactement. On a commencé en amateur, en jeune, que tu as arbitré des gens à 15 ans. Eux, ils en avaient 14, t'en avais 15. C'est ça. Tu vois? On oublie presque, on néglige le fait que, en fait, ce sont des gens qui sont super passionnés. Non, c'est une réelle passion. C'est vraiment et qui sont peut-être encore même plus passionnés que d'autres. Eh bien, j'aime pas trop quantifier l'amour ou la passion. Et je suis pas en train de parler footeur et arbitre, mais juste on aime tellement le foot. Quand on parle de profession, le chemin que tu dois parcourir en tant qu'arbitre, c'est impossible de le faire, comme tu dis. Si t'aimes pas. On aime tellement le foot qu'on veut que ça se passe bien, qu'on veut que ça se passe dans les règles de l'art. Et c'est pour ça qu'on arbitre. On aime bien que le jeu soit clean, que les lois du jeu soient respectées. Et on prend du plaisir. Tu vois des beaux gestes sur le terrain. Tu vois un match, pas sur ta TV, mais t'es en live. Et t'as l'occasion de le vivre et d'être à côté des plus grands joueurs qui existent dans le championnat et dans le monde. Tu vois ce que en vrai, tu contribues au fait que le jeu que tu aimes autant soit joué comme il doit être joué. Exactement, de la manière dont je l'aime. Mais tu vois le sourire que tu as là. Mais c'est un kiff, tu vois. Non, clairement. Si je n'étais pas passionné, je ne serais pas à ce niveau-là, premièrement. Ou alors, je ne resterais pas longtemps à ce niveau-là. J'arrêterais simplement. Donc voilà. C'est une passion. C'est ça. Et moi, je veux clôturer sur un avis personnel parce que je ne vais pas te demander ton avis là-dessus. Mais c'est pour ça que je trouve ça dommage que pour moi, il y a encore un manque de respect envers les arbitres, que ce soit... Et c'est surtout pour moi en amateur que ça me dérange parce que ce sont des gens, comme tu dis, tellement passionnés qui viennent le samedi matin à 10h siffler sur des terrains durs là-bas, hors de nard de là. On va pas citer non, moi je cite parce que j'ai joué là-bas, tu vois, où tu te foules la cheville. Mais je trouve ça dommage, tu vois, parce que justement, c'est peut-être chaque matin la personne la plus passionnée présente au club, tu vois, et des jeunes parfois qui se tapent des kilomètres et qui viennent en voiture, on les dépose pour venir siffler un match. Ils prennent le bus, ils prennent les transports. J'ai dû prendre les transports. Dis-le, clairement. Les parents, ils étaient libres un maximum, mais quand ils n'étaient pas libres, il fallait aller soi-même au match. Et donc, c'est pas évident, mais c'est pour ça que je trouve ça dommage, tu vois. Parce que ce sont justement des personnes super passionnées qui viennent, en fait, ils viennent pour être sûrs que ton fils puisse avoir une bonne matinée, puisse jouer son match. Prendre du plaisir, s'amuser, jouer, clairement. Et alors, surtout en amateur, parce que il y a cette... Oui, les gens sont proches de l'arbitre, tu vois. C'est pas comme dans un stade, même s'il y a un stade de 28 000 personnes, j'ai pas envie non plus. Mais c'est pour ça que je trouve ça dommage, tu vois, que les arbitres sont pas assez respectés ou qu'on n'ait pas assez cette empathie envers un arbitre. Je pense que c'est je vais pas dire en éduquant, parce que c'est pas notre rôle d'éduquer, mais en informant, en mettant un peu plus de lumière sur ce qu'est le rôle d'arbitre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur, que ce respect, il peut s'installer petit à petit. Ça va pas se changer du jour au lendemain. Tu vas pas changer la mentalité des gens. Tu vas pas changer l'engouement qu'ils ont quand ils regardent un match de foot. Donc, ce que tu peux faire, c'est, comme je t'ai toujours dit, 1 + 1 + 1, et t'arrives à 20. Étape par étape, changer ces mentalités-là en mettant un peu plus de lumière sur ce qu'est le rôle d'arbitre, sur mon rôle d'athlète professionnel, sur toute la préparation mentale, physique, sur tous les aspects dont les gens, ils ont pas idée. Et qu'au final, ils se disent « Ah ouais, en fait, il y a un vrai boulot derrière, donc peut-être que je vais avoir un petit peu de respect. » Et s'il y a des candidats au rôle d'arbitre, on vous invite à la fédération, on a besoin d'arbitres. Donc, si vous pensez être aussi bon, venez, un sifflet vous attend et il y a toujours une place pour vous.
Moi, j'avoue qu'il y a un arbitre que j'ai eu en jeune. Je pense que j'étais en moins 17 à Dilbeek. Je vais jamais l'oublier. C'est le seul. Je sais pas de quel pays il était, mais Maghreb, Afrique du Nord. Je vais jamais l'oublier. Il ressemblait à El Ganassi. Et je vais jamais l'oublier parce que je me suis fait tacler à mort. J'ai crié et il m'a dit, ah, frangin, lève-toi. Et franchement, c'est le meilleur arbitre que j'ai eu de ma vie. Ah, bah voilà. Parce qu'il savait que, écoute, on joue tous, hein. Il m'a dit, lève-toi. Et je l'ai respecté. Et à chaque fois qu'on se croisait, Voilà. c'était le top. On essaie toujours de trouver une petite manière de, comme je t'ai dit, créer une proximité avec les joueurs. Reconnaître. Tu mets ta petite griffe, tu mets ta petite touche. Tous les arbitres ne font pas ça, mais voilà, quand tu le fais et que ça t'a marqué des années après, bah, c'est que tu as bien fait ça. Tu vois, donc, je suis content qu'il ait pu être sur ton parcours et te laisser ce souvenir-là des années après. C'est ça. Marco, je vais te remercier. Merci à toi. Pour ton C'était temps. un plaisir. Ton temps, ton précieux temps. Hein? Tu nous es venu ici tout en blanc, tel un ange. Mais je vais te poser une toute dernière question. Dis-moi. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2023? Pour l'année 2023, pas de blessures et que ça se passe bien dans tout ce que je fais, dans tous mes objectifs personnels. Après, le reste, Ça va se faire. ça va se faire. Marco, un grand merci. Merci à toi. On se Ce fut revoit. un grand plaisir. À très, très vite. Arrête. J'ai commencé à... À rougir. Et aux gens qui ont regardé cette interview, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, laissez un commentaire, envoyez un petit message de soutien à Marco. Ça nous fait toujours plaisir. Laissez un commentaire sur sa photo, dites-lui qu'il est beau. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était une 2 sur la D1. Je m'appelle Alex, toujours Tony, parfois Fantôme, un peu. On est ensemble. Ciao, peace. Bet first. First and fast.